Alors bonjour à tous, nous sommes ici avec Christine Coton qui vient de sortir un livre sur les vaccins anti-Covid-19 et Pierre qui publie sur Twitter notamment sous le pseudonyme Cancel Mouse. Et on va revenir sur les différents essais Pfizer et ce qu'on a pu en dire. D'une part, depuis longtemps, on va revenir sur les essais de phase 3 qui sont sortis dès décembre 2020 avec Christine et aussi avec Pierre sur des nouveaux éléments qui sont sortis plus récemment à la suite de la diffusion de nouveaux documents qui étaient réclamés depuis longtemps. Dans mon livre, j'en ai parlé un tout petit peu de ces essais dans un chapitre, à la fois en lisant les essais de Pfizer et de Moderna, quelques conclusions qui peuvent venir à tout statisticien, même débutant, qui lit les essais. Et puis, j'ai également cité le travail de Christine qui permettait d'y voir depuis très longtemps un peu plus clair au sein de ces essais. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur ces éléments, puisque plus ça va, plus ça sort, et il va être temps de comprendre ce qu'il y avait dans ces essais et ce que donnent ces différents vaccins. Je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour, Christine et Pierre, de façon à ce qu'on comprenne qui vous êtes. Donc moi, je suis Christine Coton, donc biostatisticien pour l'industrie pharmaceutique pendant 23 ans. Alors, j'ai vendu ma société en 2018. J'avais une CRO, Clinical Research Organization, qui était spécialisée dans la gestion des données des essais cliniques et des enquêtes post-AMM aussi, d'ailleurs. J'ai travaillé dans plus de 500 essais cliniques dans des domaines très différents pour des gros laboratoires. Roche, Sanofi, Aventis, Pierre Fabre, Servier, etc. Janssen. Et j'étais également assureur qualité de ma société, ce qui fait que je connais donc par cœur tout ce qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques, qu'il s'agit donc de respecter quand on fait notamment un essai clinique qui englobe donc tout un tas de documents, de règles à respecter par tous les intervenants d'un essai. Donc, j'ai donc écrit en janvier 2022 une expertise de l'essai clinique Pfizer en regard des bonnes pratiques cliniques. Merci Christine. Pierre, tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu as fait? Alors, merci Pierre. De mon côté, j'ai commencé ma carrière dans l'intelligence économique où j'ai acquis une certaine habitude des forensiques et des gros volumes de données. Et ensuite, je suis devenu parieur professionnel et aujourd'hui, j'alterne un petit peu entre ces deux activités et eu à m'intéresser aux essais Pfizer en y étant incité par un ami, Geoff Payne, qui travaille en Australie sur la question. Et c'était il y a à peu près 9 mois. Et depuis, je n'en suis pas tellement sorti. Et nous ne cessons d'explorer la galaxie de ces essais cliniques. Merci Pierre et Christine. Je vous propose qu'on démarre par la présentation. Je crois que c'est Christine qui démarre et qui va nous reparler des différents essais. Et on va rentrer dans les bonnes pratiques de façon à montrer qu'en effet, de très tôt, on aurait dû savoir, se rendre compte collectivement que les bonnes pratiques n'étant pas respectées, on n'aurait pas dû mettre sur le marché ces produits. Donc, ce qu'il faut comprendre, on a plusieurs sortes de documents. On a les documents qui sont disponibles à chaque autorisation de mise sur le marché, donc en décembre 2020, en janvier 2021, en octobre 2021, etc. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, on a des délibérations sur la chaîne de la FDA qui sont publiques. Donc, on a toutes des vidéos dans lesquelles les intervenants présentent tout un tas de documents, notamment les résultats. Donc ça, c'est le jour même des délibérations. Et sur le site de la FDA, on a donc les rapports qui sont examinés ce jour-là, qui sont mis en ligne. Donc le premier rapport dans lequel on a ces fameux 95% d'efficacité, il date donc de décembre 2020. Moi, j'ai commencé à regarder ces documents-là, et c'est avec cela que j'ai rédigé mon expertise. Et ensuite sont venus donc les documents rendus publics qui ont été libérés, hein, entre guillemets, du 17 novembre, à partir du 17 novembre 2021. Donc, sur cette base-là, on a pu aller explorer des fichiers PDF qui étaient des données individuelles de patients, c'est-à-dire vraiment les données des patients dans l'essai, et surtout la base de données. On a relevé un certain nombre d'anomalies et qui ont pensé quand même que cet essai serait potentiellement frauduleux. Donc je le dis entre guillemets, puisque pour attester la fraude, il faudrait bien évidemment un audit que je demande depuis janvier 2022. Donc, le processus normal d'un essai clinique, donc c'est ce que je viens de vous dire, donc c'est extrêmement encadré par ces fameuses bonnes pratiques cliniques. Donc, pour faire un bref rappel des phases, on a la phase 1 où on a un petit nombre de volontaires sains
pour tester la sécurité du produit. Alors, je dis sain parce que même quand on a un produit qui est destiné ensuite aux malades, ceux-là, phase 1, ils ne le sont jamais. C'est-à-dire, on regarde sur les gens normaux comment le produit est toléré. Évidemment, sur un vaccin, là, on a tout type de volontaires. Phase 2, il s'agit d'évaluer la tolérance, l'efficacité du nouveau produit sur un nombre de participants plus important qui a normalement la maladie qu'on veut traiter. Phase 3, on a plusieurs milliers de sujets. Alors, ça dépend, hein. Moi, j'ai eu des tas d'études de phase 3 où j'en avais que quelques centaines. Ça, on rappelle que le nombre de sujets, c'est un calcul qui est effectué par le biostatisticien lors de l'écriture du protocole, lors même de l'étude de faisabilité, puisque si je fais un calcul où je dis il faut 100 000 sujets, bon, évidemment, le labo va me répondre que ce n'est pas dans son budget, donc il va falloir soit changer de critère, soit revoir ce qu'on mesure. Donc, on peut avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers de sujets qui reçoivent en général le produit à tester et le placebo ou un autre comparateur qui est déjà sur le marché. Donc, évidemment, pour les vaccins, là, on a le produit, hein, le vaccin et le placebo. Et là, on veut évidemment regarder à plus grande échelle la tolérance et surtout l'efficacité, qui est donc le critère sur lequel on fait ce calcul de nombre de sujets. La phase 4, les études de phase 4, elles sont post-AMM. Et là, ce qu'on recherche dans les phases 4, c'est éventuellement de détecter des effets indésirables rares qu'on n'a pas vus pendant les essais puisqu'on n'a pas assez de patients. Et éventuellement de regarder aussi les pratiques des médecins en vie réelle. Alors, si j'en viens à comment se sont passés ces essais Covid, on l'a dit X fois, ils ont subi un développement accéléré. La phase 1, donc on ne sait pas trop hein, finalement, Pierre, combien on a de sujets dans cette phase 1. Tout à fait. Le nombre a varié de 830 à 640, puis à 400, puis à 195. Donc, on est assez peu certain du nombre de sujets qui ont réellement participé. Alors, dans la base de données, on en a 195, si je me C'est souviens. ça. Voilà, donc la phase 2, alors la phase 2, les résultats sur la phase 2 elle-même, moi, je ne les ai jamais vus. Non, elle a été complètement fusionnée avec la phase 3. Voilà, donc la phase 3, donc c'est cette fameuse étude donc, de confirmation de l'efficacité où on a théoriquement plusieurs pays qui sont recrutés, les deux principaux étant l'Argentine et les États-Unis. Donc il y a quasiment inclus la totalité des sujets sur les 44 000 recrutés. Et l'Argentine a fait quand même, je crois, 5 700 sujets. Quand on fait des tests PCR pour confirmer si les participants ont un Covid confirmé par test PCR, Pfizer les envoyait aux États-Unis. Donc, je vais laisser Pierre parler puisqu'il a plus creusé ce sujet que moi. Alors, pour résumer, on testait les sujets d'après le protocole, localement et centralement. Localement, parce qu'il fallait savoir rapidement s'ils avaient le Covid et leur permettre de prévenir cette maladie mortelle. Et centralement, seul le test central faisait foi. C'est-à-dire que même s'il y avait conflit, ce qui arrivait assez régulièrement entre le test central et le test local, même si les machines étaient supposées être entièrement fiables, seul le résultat de Pearl River, un laboratoire contrôlé par Pfizer, faisait foi à la fin du test. Voilà, donc là, déjà, on voit que d'Argentine, ça fait un petit trajet sympathique pour envoyer les tests PCR. Alors, ça, c'est assez classique hein, dans les essais cliniques qu'on ait des tests locaux et un laboratoire centralisé. Donc, normalement, enfin, on peut avoir ça pour les analyses biologiques, les bilans sanguins, parce que comme ça, on a les mêmes normes partout. Ça permet d'analyser l'ensemble des sujets avec les mêmes normes. Bon, là, pour le coup, envoyer des tests PCR à 11 heures, enfin, avec 11 heures de trajet, peut-être qu'éventuellement, ils auraient pu faire mieux. Donc, comme ce n'est pas ma spécialité, je ne commande pas. Peut-on avoir une petite précision juste sur l'importance de ce sujet du PCR, puisque on est en train de parler d'un vaccin dont il est censé protéger non pas d'avoir une maladie, c'est-à-dire des symptômes bien définis et faisant partie d'une liste, mais que le vaccin est censé protéger du fait d'avoir un test PCR positif. Et donc l'output, tu en parleras peut-être après, mais je vais peut-être le rappeler dès maintenant,
Donc c'est déterminant cette histoire du PCR, puisque c'est le PCR positif qui va être compté comme un output du test, c'est-à-dire qu'on va regarder si les placebos, les personnes qui ont reçu le placebo, ont bien plus de tests PCR positifs que les vaccinés. D'où l'importance initiale tout de suite de parler du PCR et de rappeler qu'on n'est pas vacciné contre le Covid-19, contre une maladie, mais contre le fait d'avoir un test positif. Alors, test, il faut quand même avoir des symptômes, hein. Les symptômes dans une liste très large. Symptômes, voilà, légers ou modérés, on va en revenir là-dessus, confirmés par test PCR. Tout à fait. Pour être précis, ce qu'on mesurait était la prévention d'un Covid positif avec symptômes confirmés par PCR 7 jours après la dose 2. Ouais, mais on va y revenir. Donc, le développement classique, bon, on en a discuté X fois. Normalement, on attend qu'une phase soit terminée pour commencer la suivante. Donc là, ce n'est pas du tout ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un développement accéléré. Alors, en plus, ce qu'on appelle la rolling review, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils ont des résultats, ils envoient aux agences. C'est ce qui permet aussi que les agences de santé examinent en si peu de temps le rapport clinique qu'il aurait envoyé le jour des délibérations, puisque finalement, ils ont eu des résultats au fur et à mesure. Donc, le fameux critère principal. Alors, effectivement, c'est bien ce Covid léger ou modéré, confirmé par test PCR. Les symptômes que pouvait avoir le participant, donc c'est de la fièvre, de la toux, difficulté pour respirer, des frissons, des douleurs musculaires, la perte de goût, mal à la gorge, diarrhée, vomissement. Donc cet essai, il était randomisé. Alors, on a mis de phase 1, 2, 3 parce que c'est comme ça qu'est écrit le protocole, hein. Finalement, il y a un seul protocole pour l'ensemble des phases. Finalement, c'est la dose 30 microgrammes qui a été retenue à l'issue de la phase 2 et qu'on a donc inclus dans la phase 3, qu'on a utilisé dans la phase 3, sachant que l'objectif de la phase 3, c'était donc d'évaluer cette efficacité de ce fameux vaccin, le BNT 162b2, pour donc prémunir l'apparition d'un Covid symptomatique. Alors attention, là on voit bien que là, dès le titre affiché, hein, dès l'objectif qu'on a dans le protocole, qui est un document disponible depuis le début, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'empêcher la transmission, hein. Alors, et l'analyse de l'essai, finalement, le fameux calcul du nombre de sujets, elle nous permet de faire l'analyse finale quand on a 164 cas de Covid, que ce soit placebo ou vaccin. Donc, cette analyse intermédiaire qui a été réalisée dès décembre 2020, enfin novembre pour le laboratoire, le temps de mettre en forme, de présenter les résultats, et donc est une analyse du coup qui est intermédiaire, mais qui se retrouve aussi être finale, puisqu'il n'y a pas besoin de plus de cas que ça pour démontrer l'efficacité. Ce que j'ai fait moi dans mon expertise. Donc j'ai déjà regardé ce qu'on savait, enfin ce qu'on avait dans le protocole dès le début. Donc, on savait qu'on avait des populations exclues, je l'ai dit des milliers de fois, les femmes enceintes ou allaitantes, des patients immunodéprimés. Alors, ils ne sont pas forcément exclus, mais on va dire que pour certains, on n'a pas de résultats. Enfin, on n'a pas de résultats présentés sur ces populations. Donc, de fait, on ne pouvait pas assurer qu'on avait une efficacité sur ces gens. Parce que même s'il y en a quelques-uns, on n'a pas de tableau spécifique sur ces sous-populations, même quand on en a quelques-uns qui sont inclus. Donc en gros, on n'a pas analysé les populations à risque, puisque c'était que les patients fragiles avec comorbidité, avec maladie auto-immune, c'est justement immunodéprimés, c'est justement les plus fragiles. Et les femmes enceintes aussi, puisqu'on les a classées comme étant fragiles. Enfin, à risque, pardon. On n'avait pas d'études d'interaction avec d'autres vaccins. La transmission était donc non étudiée. Évidemment, les cas Covid asymptomatiques étaient non étudiés. Alors, qu'est-ce que j'ai démontré sur la base de l'examen des rapports cliniques, du protocole, des plans de gestion des risques, etc. Ben, que les analyses avaient donc été à chaque fois réalisées sur un suivi maximum de 3 mois, avec 50% des gens suivis moins de 2. Et ça a été fait grâce à des changements de recommandations de la FDA en octobre 2020. C'est-à-dire qu'ils ont permis au laboratoire de fournir des résultats sur 3 mois max, alors que les directives précédentes sur les vaccins, c'était plutôt 6 mois, voire 1 an. On a ce critère principal qui est biaisé, alors de fait, parce qu'on n'a pas de test PCR systématique pour tous les participants.
Donc, ce n'est pas parce qu'il est symptôme. Donc, du coup, s'il n'a pas de symptômes, il n'a pas de test. Donc, ce test PCR, il est dépendant des symptômes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a des biais majeurs, c'est-à-dire que si il appelle le centre et qu'il il déclare qu'il a des symptômes mais qu'on ne lui fait pas de test, bon, ben, ça tombe à l'eau, hein, il n'y a pas de test, pas de Covid, et qu'on a surtout des prises d'antipyrétiques, donc ils sont censés faire tomber la fièvre, et si je supprime ma fièvre, c'est aussi un symptôme du Covid, c'est-à-dire que j'ai des symptômes qui sont à la fois des réactions au vaccin et qui sont aussi des symptômes du Covid. Donc finalement, le test, c'est au petit bonheur la chance, hein. Donc, à Si l'époque, on peut résumer sur ce sujet de façon à être très clair. Donc, on a deux groupes. On a un groupe vacciné, un groupe placebo. Ils vont chacun recevoir un produit à une certaine date. Et le protocole pour savoir si le vaccin est efficace ne démarre qu'au bout de 7 jours. Donc, c'est-à-dire au bout de 7 jours après la deuxième dose, si je ne dis pas de bêtises. on compte. Alors, oui, On on va va compter. compter. C'est-à-dire qu'on a des visites avant, mais on ne va compter les cas qu'après la deuxième. Enfin, on a la visite inclusion vaccination 1, vaccination 2. On peut avoir des cas à partir de la dose 1, qui est un tableau présenté dans les rapports. Mais le critère principal, c'est 7 jours après la dose 2. Et là, nous sommes dans un cas où on a vu donc tous les symptômes qui sont assez nombreux, qui correspondent quasiment à toutes les maladies connues, bon, mis à part les boutons qui ne sont pas dedans, mais autrement, on a vraiment un très large éventail de symptômes. Et sous symptômes, il n'y a pas, alors ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de test systématique, c'est-à-dire qu'on devrait se dire, on a un groupe placebo, on a un groupe vaccin. Si on veut savoir si le vaccin est efficace au bout de 7 jours sur un critère de positivité au Covid, et que le test fonctionne, on devrait se dire, nous allons tester les deux groupes de manière parfaitement équitable dans le temps, chacune, pour pouvoir faire une comparaison. Et ce n'est pas ce qui se passe. Les deux groupes ne seront pas testés de manière équivalente, ce n'est pas prévu dans l'essai. Ce que tout statisticien sait, donc moi je m'étais arrêté à ce niveau-là, on va dire, dès la première lecture, c'est de savoir, à partir du moment où on n'impose pas les règles, si jamais il y a un biais qui est introduit, c'est-à-dire qu'on va tester plus souvent le placebo que le vaccin, on va dire que le vaccin est efficace puisque on n'aura pas testé. Et donc là, ce que tu rajoutes qui est très intéressant, c'est que nous avons en plus des effets indésirables post-vaccinaux qui arrivent comme d'habitude, et nous avons des patients notamment vaccinés qui, suite aux effets indésirables qu'ils subissent dès les premiers jours, vont prendre des médicaments comme des antipyrétiques. Comme du Doliprane, et qui sont aussi antidouleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont souffrir de symptômes juste après la vaccination, qui vont prendre des médicaments, les symptômes vont disparaître du fait des médicaments, ce qui fait qu'au bout des 7 jours, ils ne se plaindront plus. Et donc, nous obtenons un groupe, le groupe vacciné notamment, qui prend plein d'antipyrétiques et d'antidouleurs, de façon à faire passer ces symptômes, et qui ne se plaindra plus de symptômes au bout de 7 jours. Et donc, nous avons un biais introduit, comme il n'y a plus de symptômes, eh bien, ils ne vont pas faire leur test, et donc, du coup, on n'aura pas d'output positif chez eux, ce qui va biaiser le résultat. Donc, c'est bien ce que tu nous as dit. Exactement. Exactement. Donc, ben, effectivement, qu'il n'y ait pas de test systématique, je crois que tout statisticien, ça peut le remarquer sans même regarder les résultats. Ensuite, il faut se pencher un peu sur les résultats pour voir qu'on a plus de personnes sous vaccin qui prennent des antipyrétiques. On a, je crois, que 3,5 fois plus. Donc, fatalement, je supprime des symptômes, pas de symptômes, pas de test, pas de test, pas de Covid. Donc, c'est-à-dire que ça bénéficie au vaccin, puisque potentiellement, je diminue mes cas pour le groupe vaccinal. Alors, surtout, ce qu'on remarque, c'est que ben, avec cette analyse à 3 mois, juste après la vaccination, enfin, avec 50% des patients, je répète, suivis moins de 2 mois, c'est que ben, dans la mesure des anticorps, je n'ai pas de mesure après 2 mois après la dose 2. Or, qu'est-ce qu'on remarquait déjà dans l'étude préclinique sur les singes, c'est que les anticorps chutaient, commençaient à légèrement chuter, et on le remarque même dans les graphiques qui nous sont donnés pour la phase 1-2. Donc, cette petite chute des anticorps qu'on remarque à 2 mois après la dose 2, c'est bien pratique derrière qu'on n'ait pas d'autres dosages, puisque à 3 mois post-dose 2, ce qu'on aurait très bien pu rajouter, hein, on se demande pourquoi ils l'ont pas fait cette visite, enfin on ne se demande pas, mais donc on ne voit pas cette chute. Donc, ils n'ont pas dosé, mois pour mois, hein, délibérément, pour ne pas montrer cette chute dont ils savent, qu'ils connaissent depuis le début, puisque dès décembre 2020, l'avis de la HAS nous dit qu'ils envisagent d'étudier un boost, sans blague.
Ça tombe fort bien qu'en septembre 2021, je crois, ils nous disent, oh là là, malheureusement, les anticorps ne durent que quelques mois. Ah ben ça, on s'en doutait pas du tout. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils vaccinent les placebos quasiment après la première analyse intermédiaire, ce qui en fait rend complètement caduque les résultats suivants, puisque je supprime peu à peu mon groupe contrôle. Donc ça, de faire prendre le produit actif à des gens sous placebo, ça existe, mais ça existe surtout pour des gens qui sont malades en cancéro et dans l'essai, on vient de démontrer qu'on a un anticancéreux qui marche vraiment beaucoup mieux que celui qui est pris par le participant. Donc, déontologiquement, on ne peut pas lui laisser un produit dont on sait qu'il ne marche pas trop bien, quoi, ou qui marche moins bien que celui qu'on teste. Donc, on va leur donner le produit. Sinon, c'est une perte de chance, ça s'appelle. Mais là, dans le cadre d'un vaccin, ça ne se justifiait pas du tout de vacciner les placebos. On a l'intégrité des données qui est non vérifiée lors des audits de la FDA. Donc l'intégrité, c'est exactement ce qu'on veut quand on est assureur qualité, c'est-à-dire on veut être sûr que les données qui sont reportées par les médecins qui ont recruté les patients sont absolument exactes, qu'elles sont identiques à celles qui sont dans les dossiers sources dans les centres qui ont recruté les gens et qu'elles ont été évidemment vérifiées. Parce que moi, dans ma société, en ayant fait beaucoup de data management, c'est-à-dire de gestion des données, c'est-à-dire le recueil, le nettoyage des données, on a des gens qui nous saisissent n'importe quoi, c'est-à-dire avec des valeurs de biologie qui sont complètement hors normes, dont on sait que si le pauvre patient il a ça, ben, il est mort. Donc on pose des questions en général à ceux qui recrutent en leur demandant de corriger des données incohérentes et en leur demandant de renseigner des données manquantes. Donc tout ça, c'est le travail de data manager. Et moi, dans mon équipe, j'en ai eu jusqu'à 4, 5, enfin je ne sais plus, mais j'avais quand même une grosse équipe de data. Et on a géré énormément d'essais où on posait des questions pour avoir une base propre. C'est le but. Parce que si je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir des résultats qui sont fiables, bien évidemment. Petite info sur l'analyse qui est sortie à 6 mois du coup. Donc 6 mois de suivi et pas 3. On avait un décès Covid pour le vaccin et 2 pour le placebo. Et on avait 15 décès pour le vaccin pendant la phase donc en aveugle, c'est-à-dire avant que les placebos soient vaccinés. Et on avait 3 décès, pardon, pour le vaccin versus 2 après la levée de l'aveugle. Donc ça, c'est des gens qui avaient été placebos, qui avaient été vaccinés. Donc évidemment, on ne pouvait pas, sur la base de ça, démontrer une efficacité sur la mortalité Covid, ni sur la mortalité totale. Donc ça, c'est sur la base de publications, ce n'est pas sur la base des documents rendus publics. Maintenant, ces fameux documents rendus publics, je ne vais pas tarder à laisser la parole à mon ami Pierre. Donc, c'est ceux qu'on récupère sur les sites qui les mettent en ligne grâce à l'action d'Aaron Siri aux États-Unis. Et on a notamment ces fameuses tables SAS qui sont les points XPT. Alors, moi, je les importe sous SAS parce que c'est mon logiciel d'analyse depuis, enfin, je l'utilise depuis, je sais pas, 26 ans, ça ne me rajeunit pas. D'autres travaillent sous d'autres logiciels. Donc, c'est pratique parce que le XPT, c'est typiquement un fichier d'exportation SAS. Donc, c'est très facile pour moi d'importer ça en quelques secondes. Donc, sur la base de ces fameuses tables SAS qui ont été rendues publiques, Pierre et moi vont réanalyser les anticorps de la phase 1. On s'est aperçu qu'on avait, notamment pour des gens qui avaient pris le 30 microgrammes, donc justement la dose qui est conservée dans la phase 3, on a des dosages, on a plusieurs dosages des anticorps réalisés le même jour, sans aucune explication dans la base de données, ce qui est absolument anormal. C'est-à-dire que ça arrive qu'on redose, mais normalement, on a du texte, une variable texte derrière qui nous explique pourquoi. Et là, si on fait une analyse avec le dosage qui a été conservé, on a la courbe qui est en haut, en pointillé, c'est-à-dire la plus haute. Et si on refait une analyse sur les dosages non conservés, on a la courbe qui descend. Donc ça veut dire que dès la phase 1, en prenant certains dosages et pas d'autres, on voyait déjà la chute des anticorps, et ce, très très rapidement. Donc évidemment, on ne sait pas pourquoi, donc c'est une question à poser à Pfizer, pourquoi on a plusieurs dosages dans la phase 1. Et ensuite, on a réanalysé les décès. Donc cette base de données, évidemment, elle n'est pas à jour, hein. Elle est libérée à un temps T, et donc on ne peut analyser que jusqu'à la date à laquelle ils nous ont donné la base, hein. Sinon, s'il y a eu des décès depuis, on ne les a pas.
Donc, on a calculé qu'il y avait 38 décès sur plus de 44 000 sujets. On a 19 décès pour le vaccin, 17 pour le placebo et 2 qui surviennent chez des placebos vaccinés ensuite. Euh, donc, évidemment, bon, on peut pas dire qu'on a un quelconque effet sur la mortalité du vaccin puisqu'on a plus de vaccins, plus de mortalité chez le vaccin. Alors, comme l'a brièvement résumé Christine, on a été beaucoup à travailler sur ce sujet de la dissection des documents. On a naturellement Christine qui a été parmi les premières, Josh Getsko en Israël, qui est un professeur de criminologie qui s'est assez rapidement saisi de l'analyse, Geoff Norman Payne, qui est un professeur en chimie, et différents aides volontaires, Jayanti Kunadasan, qui est une anesthésiste australienne qui a été mise à pied après avoir refusé de tester le produit, Brooke Jackson, qui était une des premières lanceuses d'alerte pendant l'essai Pfizer des nombreuses anomalies qu'elle constatait, et notre ami amyloïdosis, un autre anonyme qui travaille en Allemagne avec beaucoup d'efficacité sur les essais allemands et la phase 1. On peut mentionner que j'ai listé beaucoup de sources de confiance, une trentaine de personnes sur cet article de Substack, qui est l'endroit où je publie l'intégralité des codes sources qui aboutissent aux résultats que je présente, puisqu'étant anonyme, je ne demande à personne de faire confiance. Et j'attends des gens qui vérifient ce que je publie jusqu'à nouvel ordre. Ça s'est avéré plutôt précis. Pour résumer les points clés de l'analyse de données, on a de premiers indices que l'essai n'était pas réellement en aveugle. On a le fait que les sujets du groupe de ce traitement se sont avérés moins susceptibles d'être testés en cas de symptômes. C'est un énorme problème, ce qui veut dire que l'équipe qui gérait l'analyse était consciente de qui elle traitait, avec différentes anomalies sur lesquelles on va revenir. On a un problème majeur d'intégrité de la donnée avec 301 sujets qui ont été disparus de la base de données, avec l'Argentine qui ressort comme outlier majeur de cette anomalie. On a des écarts significatifs entre les rapports transmis aux autorités de contrôle et la réalité reflétée par la base de données qui indique à nouveau la suppression de sujets. Et enfin, on a un phénomène de bait and switch, c'est-à-dire que le produit qui a été mis sur le marché n'est pas celui qui a été testé sur l'essentiel des sujets. Donc là, pour le dire très clairement, la quasi-totalité des gens qui ont reçu un vaccin de Pfizer est un produit qui n'était pas celui de l'essai. Donc, c'est-à-dire que sur les 40 000 personnes de l'essai, vous n'en avez trouvé que 250 qui ont reçu le même. Donc, les gens ont reçu un produit qui finalement n'est pas testé, sur lequel on ne peut rien dire, ni en termes d'efficacité et encore moins en termes de sécurité. C'est bien ça ton propos. On peut en dire un peu, mais ça n'est pas rassurant. On va y venir. Donc, quand on fait que l'essai... Si je peux rajouter quelque chose, c'est justement pour la raison pour laquelle l'Europe, l'EMA, a tardé à donner son autorisation, puisqu'ils ont fait cette remarque au laboratoire en disant que justement, il y avait eu changement dans la fabrication du produit. Et on est au courant de ça, grâce à des hackers russes qui ont donc hacké les docs Pfizer envoyés à l'EMA, ainsi que les remarques de l'EMA à Pfizer. Et c'est ça que souligne la députée européenne Michèle Rivasi quand elle dit qu'il y a un problème d'intégrité de l'ARN, il y a des taux d'ARN intègres qui ne sont pas les mêmes dans l'essai clinique et dans les doses qui ont été mises sur le marché. Et soi-disant, ce problème a été réglé et c'est pour ça que l'EMA a fini par donner son autorisation. Tout à fait. Donc, quand on fait que l'essai n'était pas réellement en aveugle, on en a des symptômes, à commencer par le protocole que Josh Getsko détaille sur son excellent Substack, que je vous invite à consulter. Et on a donc, au niveau du site, des personnels qui étaient en aveugle, des personnels qui n'étaient pas en aveugle. Et là-dessus, je peux peut-être laisser Christine commenter, puisqu'elle connaît ces matières protocolaires beaucoup mieux que moi. Oui, alors en aveugle, logiquement, on est bien en double aveugle dans le sens où ceux qui évaluent le patient, c'est-à-dire qui évaluent les effets indésirables, etc., l'état du patient, ne savent pas ce qui a été donné. Ça, c'est la théorie. Les seuls qui savent qu'est-ce qui est donné aux participants, c'est ceux qui injectent, puisqu'ils ont la gestion des produits, c'est-à-dire il faut les commander à la pharmacie, il faut aller les chercher à la pharmacie, c'est-à-dire on randomise le patient, donc ça donne un numéro, c'est ce numéro qu'on va donner à la pharmacie clinique
du centre et on va amener la seringue qui correspond normalement à ce numéro, c'est comme ça que ça se passe dans les essais. Donc, le participant, lui, est censé ne pas savoir ce qu'il a, puisqu'on nous explique que les seringues sont administrées de manière à empêcher les participants d'identifier le produit. Et le personnel qui fait les tests sérologiques ne sait pas non plus, donc les dosages des anticorps, etc., ce qui est normal. Donc, au niveau de l'étude, finalement, euh, enfin, au niveau du centre, on a quand même beaucoup de gens qui sont en aveugle. Alors maintenant, ce qui est bizarre, c'est on nous dit dans le protocole que le gestionnaire de l'étude n'est pas en aveugle. Donc, le gestionnaire de l'étude, on n'a pas compris ce que c'était, hein. Moi-même, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le chef de projet? On ne sait pas. Ensuite, on nous dit que les membres de l'équipe qui veillent à ce que les exigences du protocole concernant la préparation, manipulation, répartition, administration du produit soient respectées. Alors, par exemple, responsable de l'étude, donc quel responsable? Celui sur le site, dans le centre qui recrute les patients, on ne sait pas, et l'attaché de recherche clinique. Donc, ces gens-là, normalement, ils doivent être en aveugle. Alors, au niveau de l'étude, les cliniciens chargés de la revue des déviations de protocole. Donc, ça, c'est absolument anormal. Donc, quand on a l'ensemble des données et qu'on dit on va faire une analyse intermédiaire ou une analyse finale, on fait ce qu'on appelle une blind review, c'est-à-dire qu'on prend des décisions d'exclure les participants de certaines populations en aveugle pour justement ne pas créer de biais, pour ne pas exclure davantage dans un groupe que dans un autre. Donc, je ne l'avais même pas remarqué, c'est pour dire, c'est Pierre qui m'a fait remarquer ça, puisque c'est tellement inhabituel. Pour moi, c'était tellement évident que c'était en aveugle. Pourquoi là, ce travail-là n'a pas été fait en aveugle? On ne sait pas. Et on va voir que ça a des conséquences derrière. Alors ensuite, les membres du DMC, donc le Data Monitoring Committee, ça, c'est ceux qui fournissent les analyses intermédiaires. Donc eux, forcément, ils ne sont pas en aveugle. Ça, c'est normal. Donc moi ou des membres de mon équipe, on a participé à ces fameux DMC en tant qu'expert biostatisticien. Donc évidemment qu'on n'est pas en aveugle puisqu'on a bien besoin de la liste de randomisation pour fournir les résultats. L'équipe de soumission de l'étude, donc ça apparemment ce sont les gens qui s'emparent des résultats sûrement chez Pfizer pour les transmettre aux autorités. Donc pourquoi ils ne sont pas en aveugle, on ne sait pas, hein, parce qu'ils peuvent tout à fait rester en aveugle. Et le protocole nous dit des scientifiques cliniques ou des moniteurs d'effets secondaires. Et ça, on ne sait pas qui c'est. Donc en gros, par rapport à un essai aux autres essais, il y a quand même des grosses anomalies qui sont relativement inexplicables parce qu'il n'y a pas du tout besoin que certains connaissent le produit qui a été administré pour faire leur travail. Notamment, enfin, l'une des plus grosses anomalies, c'est cette histoire de blind review, parce que pour regarder des listings, où on va dire, ben, un tel, il a tel problème, un tel, il a tel problème, et donc je l'exclus de telle population d'analyse pour ce travail, et il peut parfaitement être réalisé en aveugle. Juste pour préciser, pour que les gens comprennent, donc quand tu es dans la phase de blind review, tu as tous les manquements au protocole qu'il y a pu y avoir pour certains patients qui arrivent sur les bancs, sur la table de ceux qui sont chargés de décider. Le problème est que s'ils savent, s'ils sont dans le placebo ou dans le groupe témoin, bien par exemple, ils pourraient voir que c'est un vacciné qui a été testé positif et qui a peut-être un manquement au protocole, mais ce qui va faire la décision de l'enlever, c'est de savoir que c'est un vacciné testé positif. Et donc, il faut absolument que cette partie de blind review soit entièrement en aveugle pour éviter qu'il y ait ce soupçon-là, c'est-à-dire qu'on se soit servi de cette partie de blind review qui parle de blind review, mais cette partie de review pour évacuer tout un tas de personnes qui ont des résultats qui ne sont pas probants. Et je ne sais pas si tu en parleras, Pierre, mais en fait, il y a beaucoup plus de monde qui a été évacué de l'étude du côté des vaccinés que des non-vaccinés, ce qui fait porter le doute de manière assez sérieuse sur cette partie. Tout à fait. Non, j'avais pas prévu d'en parler. Ça fait partie des innombrables anomalies qu'on n'a pas eu le temps de lister ni de présenter, mais vous retrouverez tout ça sur Substack si vous le souhaitez. Il y a 200 d'écart, il me semble, même plus On que a ça. 372 312 placebo qui sont exclus dans des circonstances curieuses pour déviation de protocole contre 60 chez les 312 BNT contre 60 chez les placebos. Sachant que l'efficacité du produit, c'est 162 contre 8. Et là, on est 300 Ah. contre 50. Donc, c'est-à-dire que on est dans le cadre où la totalité de l'efficacité peut être entièrement due
aux personnes qu'on a retirées de l'étude, et sachant qu'on les a retirées en n'étant pas en aveugle et qu'on savait très bien qui ont retiré de l'étude. Sachant Correct. qu'il y a des listings de ça, hein, puisque ça, c'est dans les données individuelles qui. Alors, je ne sais pas si ce listing-là a été rendu public, mais il faudrait qu'on s'y penche sérieusement dessus. On a le listing. Pour être précis, j'ai détaillé l'intégralité des exclusions en question sur un Substack. Et à nouveau, pour être précis, c'est un red flag majeur, mais ça dénote surtout, d'après nous, d'anomalies dans la gestion des patients plutôt que la volonté d'altérer l'efficacité qui a été altérée d'une autre façon. On va y venir. Ensuite, on parlait d'indices que l'étude n'était pas en aveugle. Elle ne l'était pas et pour les gens qui étaient participants à l'étude, c'est-à-dire les sujets, et pour l'équipe de supervision. On le sait qu'elle ne l'était pas pour les sujets, du moins pour une partie d'entre eux, puisque par exemple, une part nettement plus prononcée de placebo est allée se faire revacciner avec un autre produit dans un autre essai clinique, que ce soit AstraZeneca ou Moderna, à 78% contre 22 pour 546 d'entre eux. On a au niveau de l'étude des tests d'urine qui ne sont pas faits sur des sujets davantage chez les placebos que chez les BNT, puisque s'il a reçu le placebo, c'est pas la peine de s'inquiéter sinon de savoir si elle est enceinte. On a la réception d'autres vaccins type grippe qui sont plus prononcés chez les placebos que chez les BNT. En prenant le temps, la peine de préciser qu'une étude américaine a mis en exergue le fait que se vacciner contre la grippe aggravait les chances de choper le Covid, et ainsi de suite. Toutes ces anomalies étant statistiquement significatives. On a des visites pour Covid, enfin possibilité de Covid, donc des gens qui ont des symptômes et qui ne font pas leur visite, on en a davantage pour le vaccin que pour le placebo. On se demande bien pourquoi. Alors ça, c'est totalement anormal que dans un centre, le produit qui est donné circule librement. C'est une déviation vraiment aux bonnes pratiques cliniques. Celui qui est au courant, il doit se le garder pour lui. Il n'est pas question qu'il aille crier ça dans les couloirs, hein. Il faut préciser que Brooke Jackson, qui gérait 3 sites des 6 de Ventavia, avait donné l'alerte entre autres sur ce point en précisant que l'intégralité de l'équipe savait qui avait reçu quoi et qu'il y avait une anomalie majeure sur ce point. Ensuite, on a, en parlant d'anomalie majeure, le taux de test local. On a mentionné plus avant que les sujets étaient supposés être testés localement et centralement lorsqu'ils avaient des symptômes de Covid. En l'occurrence, on note une anomalie significative sur la proportion de sujets qui étaient testés lors des visites symptomatiques à l'échelle locale, avec une p-value à 0.00055, ce qui est assez rare. Un taux de test qui s'accroît après l'obtention de l'UA, l'autorisation de mise sur le marché d'urgence. On a, en parlant de ces anomalies, pour les illustrer un peu mieux, il faut préciser qu'elles sont concentrées uniquement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en Argentine, on avait des taux de test exceptionnels à plus de 90% pour les deux groupes et pas d'anomalie entre ces testings. Mais aux États-Unis, on avait 6,8% des visites symptomatiques testées sur un site contre 31, 36 contre 62, 40 contre 76. Il semblerait qu'il y ait eu une différence de traitement assez notable sur des sites, mais que l'anomalie est localisée, ce qui permet à l'échelle globale qu'elle soit pas si évidente que ça. On avait un taux de testing central qui, là aussi, si on regarde à l'échelle globale, apparaît uniforme, sauf que si on regarde en fonction de l'EUA, on s'aperçoit qu'avant l'EUA, le taux de testing central était à nouveau significativement en faveur du BNT, si on avait l'intention de ne pas détecter qu'ils avaient le Covid. Et ensuite, on a un problème beaucoup plus grave, qui est le fait que des effets secondaires graves étaient soit non enregistrés, soit requalifiés. C'est-à-dire qu'on a le cas particulièrement parlant d'Augusto Roux, qui est un avocat docteur en droit en Argentine, qui s'était porté volontaire dans l'étude, et que Josh a détaillé sur son Substack. Et pour résumer l'histoire d'Augusto, après sa deuxième dose qu'il a reçue le 9 septembre 2020, il s'est senti extrêmement mal, s'est évanoui, a fini par arriver à l'hôpital, où on lui a diagnostiqué une péricardite. Ensuite, BioNTech, les symptômes ont été logués par l'étude clinique. BioNTech est intervenu directement pour faire requalifier la dite péricardite en soupçon de Covid. Et enfin, le directeur de l'étude du site argentin, Fernando Pollack, que l'on voit en photographie ici, L'investigateur principal. et l'auteur chef de l'étude. C'est lui qui signe l'étude de l'EUA et qui pose cette 95% d'efficacité.
est intervenu pour essayer de le faire classifier cliniquement fou, le tout alors qu'il est pédiatre. Un garçon délicieux. Ensuite, en parlant de Fernando, nous l'avons réillustré ici sur un autre problème en magicien expert, puisque nous avons 301 sujets qui ont disparu de la base de données, ce qui est illustré par le fait que les idées des sujets étaient attribuées séquentiellement. En gros, les 4 premiers chiffres étaient l'identifiant du site, et ensuite les 4 chiffres suivants étaient leur ordre d'arrivée dans l'étude en démarrant à 1001 et en incrémentant à chaque fois de 1, ce qui était géré en code avec une base de données Oracle au milieu. Pour ceux qui connaissent l'informatique, Alors, c'est pour expliquer un peu plus, là, c'est au niveau data management. Donc, le data manager met à disposition un site internet sur lequel on se logue avec identifiant mot de passe. Tout ça, c'est tracé afin que on sache quelle donnée a été saisie par qui et quand. C'est logué, ce qu'on appelle l'audit trail. Et donc, au fur et à mesure qu'on voit que le médecin voit les participants, donc il les crée sur cette CRF électronique, sur le cahier d'observation électronique, et ça s'incrémente évidemment au fur et à mesure qu'il les crée. Donc, s'il est le centre 1231, hein, je crois que c'est notre ami Fernando Pollack, donc le premier patient qu'il voit, c'est 1231 001, par exemple, et le deuxième, 1001. voilà, 1001, pardon, et le deuxième, c'est le 1002, etc. Donc, si on passe du 1004 et que dans la base de données, on passe derrière au 1008, c'est qu'au milieu, il nous en manque, puisqu'il n'a pas pu créer le 1008 sans créer ceux du milieu. Donc, la grande question, c'est que sont devenus ces gens? Est-ce qu'ils ont été créés par erreur? Mais auquel cas, tout ça, ça se documente. Tout Donc, il y à a fait. quelque part des documents qui expliquent que on a supprimé les participants, numéro, nanana, pour telle et telle raison. Ce qu'il faut préciser enfin, c'est qu'il est possible de supprimer un sujet de la base de données. On a un formulaire qui est prévu à cette fin. Et on sait que la plateforme utilisée par Pfizer pour gérer l'essai, qui est le logiciel d'Icon Firecrest, permettait de déléguer au responsable clinique d'une étude le pouvoir de supprimer lui-même des sujets ou des symptômes, qui est à tout le moins surprenant. En Argentine, on a 111 de ces 301 suppressions. Donc on a mentionné qu'il n'y avait pas d'anomalie sur le testing en Argentine, mais il y a une anomalie majeure sur le fait que 111 de ces sujets, c'est-à-dire 36,9% des disparitions totales, soit en Argentine, le tout alors qu'ils ont documenté, par exemple, 6 duplicata dans le guide de revue de la donnée. Et ça aurait été une bonne raison de supprimer un sujet et l'avoir inscrit 2 fois. Il y a 6 patients qui ont été inscrits sur plusieurs sites en même temps. C'est-à-dire que de la même façon que d'autres allaient chercher à se faire vacciner chez un autre essai clinique, C'est pas pour... ceux-là sont inscrits dans 2 sites en même temps, ce qui demande une certaine débrouillardise déjà. Mais c'est un événement rarissime qui s'est produit 6 sur 44 000 fois, pas 301. Donc, c'est une grande question ouverte. Lorsqu'on a trouvé le problème avec Josh Getsko, on a aussitôt écrit, après avoir dûment vérifié l'information, c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup embêté Christine, et qu'on a vérifié avec Bruce Jackson que ça n'était pas possible. On a écrit à Peter Marks de la FDA, qui est le responsable de la qualité des données et de la revue des essais cliniques, qui nous a délégué l'une de ses sous-fifres, laquelle nous a dit c'est très intéressant, on va vous revenir sur la question bientôt, c'était il y a à peu près 2 mois et demi. Et on attend toujours. Probable qu'ils vont nous revenir un jour, mais quand, on ne sait pas. Ensuite, pour illustrer davantage pourquoi ce problème est majeur, il faut avoir en tête que les sujets recevaient les 2 doses. D'abord la dose 1 le jour de leur screening ou quelques jours après, mais ça ne devait pas être plus de 3 jours après le screening. Et ensuite recevaient la deuxième dose 19 à 42 jours après. Typiquement, c'était 21 jours. Ce qui est particulièrement dérangeant, c'est que Augusto Roux, qu'on a mentionné plus avant comme ayant eu des problèmes gravissimes après sa deuxième dose, s'était inscrit à l'étude en août, et le même jour que son inscription, on a la plus grande proportion de sujets disparus, avec 17 sujets qui ont disparu le même jour que celui où Augusto était arrivé dans l'étude. Donc on a de très fortes raisons de soupçonner que vous avez reçu la deuxième dose le même jour qu'Augusto. Ils ont ensuite été moins bons pour être visibles qu'Augusto lui-même. Le soupçon, c'est que voilà, il y aurait quelque chose de commun à toutes ces personnes qu'elles auraient reçu, par exemple, quelque chose de défectueux qui aurait pu faire qu'Augusto Roux tombe malade, et qu'on s'étonne qu'une grande partie des personnes vaccinées le même jour qu'Augusto Roux,
a priori, du coup, disparaissent de l'étude et donc possiblement sur des personnes à problème. Ce qui serait une trace que ce qu'elles ont reçu comme Auguste Roux a bien causé des problèmes qu'on ne voit plus. C'est bien ça. Tout à fait, oui, tout à fait. On sait déjà qu'il y a des variations énormes d'effets secondaires par batch de produits préparés. Il y a peu de doute sur la question dans la disproportion des rapports VAERS qui ont été comment dire, signalés par les patients victimes d'effets secondaires. En l'occurrence, il est très possible qu'il y ait eu une erreur de préparation ou de conditionnement sur la batch et que ça ait occasionné les effets secondaires en question, ou qu'il y ait eu des impuretés type endotoxine lors de la préparation de celle-ci, ce qui collerait assez aux symptômes signalés par Auguste Roux. Et enfin, si on n'était pas convaincu, Sachant que tout ça est évidemment tracé dans le centre, normalement. mais que c'est l'une des données qui n'a toujours pas été communiquée, alors que la communication des données, d'après l'ordre du juge, aurait dû être terminée à fin 2022. Enfin, si on avait encore un doute sur le fait que c'est un problème majeur, des documents ont été communiqués par l'EMA via Freedom of Information Request. Dans ces documents, on a un écart d'une soixantaine de sujets entre le total par site et la réalité de la base de données. Ce qui veut dire qu'entre le moment où ces documents ont été communiqués à l'EMA et le moment où la base de données a été mise à disposition du public, le nombre de sujets a bougé. Screener, ça veut dire inscrit et vérifié, c'est ça, au sein C'est des... ça, c'est qu'ils ont passé la procédure de screening et que soit ils aient été acceptés dans l'étude, soit refusés parce qu'ils avaient des comorbidités graves ou que sais-je. Donc, dans le Ou document final, il y a d'une part la somme de tout qui est officielle, qui a été dit dans l'essai clinique, nous avons tant de personnes qui sont screenées, c'est-à-dire qui vont participer à l'essai total. Et dans ce nouveau document, il était demandé par FOIA, donc c'est-à-dire par document administratif, faire une demande de document administratif, il était demandé d'obtenir le détail par site. Et là, on se rend compte que si on fait la somme sur tous les sites des patients qui se sont inscrits, on a 60 d'écart par rapport au total qui est donné officiellement. C'est bien ça qui est en train de se passer? tout à fait. Donc, last but not least, on l'a mentionné en introduction, mais le processus qui a été employé pour fabriquer les doses était un processus PCR-based qui était extrêmement précis en termes de qualité de fabrication, mais qui n'était pas étendable pour une fabrication à grande échelle. À la fin de l'étude, officiellement, BioNTech s'en est aperçu. En réalité, ils le savaient avant même de démarrer. Ils n'ont testé ce processus de fabrication à grande échelle que sur 250 patients à partir du 19 octobre. L'intégralité des autres sujets de l'étude ont reçu donc le processus haute pureté, entre guillemets. Sur ces 250 sujets qu'on a réussi à identifier en faisant des recoupements et en analysant quels sujets avaient reçu le produit après le 19 octobre sur les sites où le process 2 avait été distribué, on retrouve un rapport d'effet secondaire de fois 2,7 par rapport au produit haute pureté. Ce n'était déjà pas terrible. Et voilà qui clôt l'inventaire des problèmes actuels. Si j'essaye de résumer votre présentation, nous avons donc un essai qui a été lancé de manière accélérée avec même une fusion des procédures, comme l'a dit Christine au début, sur au final 40 000 personnes. On a normalement, dans le cas d'un essai clinique, tout un tas de normes, de procédures qui sont mises en place de façon à éviter toute déviation. Et la totalité de tout ce qui est fait doit normalement être traçable, de façon à permettre aux autorités de tout vérifier, tout ce qui a été fait. Et ce que vous avez montré en première partie, c'est que ce traçage, cette traçabilité n'est pas du tout assurée et qu'il manque tout un tas de choses dans les processus et dans le protocole. En deuxième point, vous avez montré que finalement, ce grand essai clinique Pfizer international, il correspond surtout à deux pays qui sont l'Argentine et les États-Unis. Et qu'on a un problème d'entrée de jeu qui est qu'est-ce qu'on a testé, c'est-à-dire qu'on a un vaccin qui ne protège pas du fait d'être malade ou de décéder, ce n'est pas le output, mais qui est censé protéger d'un test positif dans le cadre où on aurait des symptômes. Ce qui est déjà autre chose que ce que pensent les gens. Ils pensent qu'ils vont être moins malades, ce n'est pas le cas. Ce qu'on promet l'étude, c'est que vous aurez moins de tests positifs dans le cas de symptômes légers. Et ce que l'on sait en tant que statisticien, enfin, dès qu'on a, même avec un peu de sens logique, c'est que pour prouver qu'un produit permet d'avoir moins de tests positifs de manière équitable, il aurait fallu tester de manière le même nombre de fois au même moment les 20 000 personnes ayant reçu le vaccin des 20 000 personnes ayant reçu le placebo.
ce qui n'a pas été fait et qu'il n'y a aucune garantie de test. Et nous avions dans le protocole uniquement des gens qui pouvaient appeler un centre pour dire qu'ils ressentaient des symptômes et le centre décidait d'ensuite réaliser un test. Christine a montré qu'en plus, on voit qu'il y a des effets indésirables qui sont majeurs au sein de l'étude, même des légers, hein, comme des fièvres, de la toux, etc., qui sont des symptômes estampillés Covid-19 en dehors. Mais ces symptômes-là ont fait prendre des antipyrétiques et des antidouleurs aux personnes qui les avaient subis. Et comme les 7 premiers jours ne comptaient pas dans l'étude après la vaccination, nous avons donc des gens, notamment vaccinés avec le produit test, qui ont pris des antipyrétiques et des antidouleurs et qui n'ont pas ressenti forcément le besoin de se faire tester une fois leurs symptômes disparus à posteriori. Quoi qu'il en soit, comme nous n'avons pas, les gens n'ont pas été testés un même nombre de fois, il convient de se poser la question de combien de fois chaque groupe a été testé pour savoir si c'est équitable. Et là, vous avez découvert des problèmes majeurs qui sont très différents d'un pays à l'autre. Il y a le côté des États-Unis où vous montrez que sur les sites, on a beaucoup plus souvent testé les placebos que les vaccinés. Ce qui est un problème en termes de protocole, puisqu'évidemment, ça a été dit, pas de test, pas de Covid, et pas de Covid, le vaccin marche. Donc évidemment, là sur les États-Unis, c'est assez clair. Et vous avez montré un deuxième problème qui fait partie du protocole en Argentine, qui a été de montrer qu'il y a énormément de patients qui ont été exclus de l'étude sur ce pays-là, qui est l'Argentine. Et vous avez montré que dans les essais, on comprend que quand on a discuté de l'exclusion des patients notamment, il y a d'autres moments, les personnes qui géraient l'exclusion, elles, n'étaient pas en aveugle. C'est-à-dire qu'elles pouvaient savoir si la personne avait reçu le vaccin ou pas. Et donc, on a un problème au niveau de l'intégrité des données. Et la démonstration de dire que le vaccin est sûr et efficace, c'est de l'ordre de, il y avait 8 cas positifs chez les vaccinés contre 162 chez les non-vaccinés, qui sont des chiffres tout petits au final. Ça fait un écart à 95%, mais c'est tout petit. Ça veut dire que même des interventions faibles au sein de la base de données, pour ne pas tester des vaccins à côté ou pour exclure des personnes gênantes dans l'autre, ça peut suffire largement à créer la totalité de l'efficacité vaccinale. Donc, vous avez levé plus que des doutes et il y a des manquements dans le protocole, les procédures qui ne sont pas respectées, etc. Et au bilan, la totalité de l'essai est à revoir et tout ce qui a pu être raconté en termes d'efficacité peut totalement avoir été construit par les choix qui ont été faits de ne pas tester les gens et d'exclure les gens du protocole. Est-ce que j'ai résumé la situation? Tout à fait. J'apporterai juste une précision sur le terme d'exclusion. Il s'agit de suppression, parce que l'exclusion, c'est quelque chose qui est prévu au protocole et quelqu'un qui ne se comporte pas comme le prévoit l'étude. Par exemple, une femme qui tombe enceinte peut être exclue légitimement. En l'occurrence, on ne parle absolument pas de la chose. On parle Alors, non, de il y a les suppression. exclusions. Il y a les exclusions des populations d'analyse qui, elles, sont définies dans le protocole depuis le début. Et là, c'est carrément des suppressions. Et ça c'est totalement anormal. Je prends la peine de le préciser parce que la première chose qu'on a répondu quand j'ai sorti l'article sur les suppressions, c'est oui, c'est prévu au protocole, il y a des exclusions. Mais non, j'ai écrit 2 articles sur les exclusions en question, je sais ce que c'est. Et là, on parle de gens qui ont disparu, ce qui est un autre problème. Et Donc, donc, en on a un fait, ce problème. qu'on voit, c'est que quand on met le nez dans la base de données, ben, ça confirme complètement ce que j'avais écrit en janvier 2022. C'est-à-dire qu'il y a des déviations très, très importantes aux bonnes pratiques cliniques et que la seule façon de valider cet essai ou pas, d'ailleurs, c'est d'aller faire des audits sur tout l'ensemble des sites, de demander ces fameux audit trails qui tracent l'ensemble des données saisies et de modifications avec la raison de modification et de tracer enfin, de récupérer les logs, les trackings qu'on a dans les sites, c'est-à-dire à quelle date le participant a appelé, à quelle date on lui a demandé de faire un test, etc. Donc tout ça, ce sont des documents normalement disponibles et qui sont tout à fait auditables. Le Donc, site et en l'occurrence le data manager, c'est-à-dire que Icon, qui était chargé de la qualité des données, doit, à mon avis, aussi être audité. J'aimerais beaucoup avoir une copie de la base de données pour regarder les logs de celle-ci. oui, 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 ben, c'est l'audit trail. Enfin, après, il y a les logs. Finalement, Ouais. Donc, je veux dire, pourquoi les agences de santé ne le font pas depuis le début, en ayant des gens comme Augusto Roux qui alertent sur des effets graves non reportés, comme m'a dit De Garay aux États-Unis, on ne sait pas. Finalement, ce qui est réclamé, c'est de faire comme tous les autres essais cliniques respectent normalement les bonnes pratiques des essais cliniques et ce qui n'a pas été fait. Donc, il ne s'agit même pas ici de partir dans des circonvolutions
l'efficacité ou de discuter de telle ou telle chose. Il s'agit de rentrer dans un cadre qui est un cadre légal, qui est un cadre de bonne pratique Réglementaire. réglementaire, et de faire remarquer que depuis le début, le règlement n'est pas respecté, que les documents ne sont pas fournis, et que en plus de ça, il y a au sein des disparitions, des irrégularités qui sont massives, qui auraient dû faire que l'essai était caduc, et même, je pense, les gens poursuivis à l'intérieur. On remarque que des irrégularités sont flagrantes, et on n'y a accès que depuis qu'un juge, pour certaines d'entre elles, nous donne à ordonner que l'on ait accès à des documents qui auraient dû être publics et analysés. Donc on est bien dans ce cadre-là, on s'appuie sur le règlement, c'est pour aussi dire aux gens que voilà, il ne s'agit pas de choses farfelues, il s'agit de faire appliquer le règlement qui existe dans les autres essais à Pfizer et puis éventuellement aussi aux autres qui ont participé à ces vaccins. Est-ce que on est bien Alors, dans ce je cadre? peux rajouter quelque chose, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui disent oui, mais ça n'a pas été testé par d'autres laboratoires. En fait, mais les essais cliniques, ça n'est jamais testé par d'autres laboratoires. Simplement, quand tous les intervenants suivent ces bonnes pratiques cliniques qui permettent cette traçabilité, cette façon de travailler qui est correcte, et qui permet d'avoir des données fiables et intègres, il n'y a pas du tout besoin que ça soit validé par une autre instance. Enfin, la FDA au programme, hein, ils ont des programmes standards, ils vont faire leurs propres analyses, mais sur la base de données qui est fournie par le laboratoire. Mais il n'y a pas besoin que ça soit validé par quelqu'un d'autre. C'est valide de fait. Voilà, et c'est tout le problème de l'essai clinique Pfizer. Les données ne sont pas valides, donc les résultats, de fait, ne sont pas valides. Donc toutes les agences de santé auraient dû faire ce travail de réanalyse au moins, puisque là on voit bien depuis maintenant, ça fait un moment que les vaccins sont sortis, on voit quand même bien que ça a été totalement inefficace et que ça crée quand même un certain nombre d'effets indésirables. Donc pourquoi ce travail-là aussi de réanalyse, de questionnement n'a pas été fait? Ben, on se demande ce qu'ils font dans les agences de santé en fait, hein. Je ne sais pas pourquoi on les paye ces gens-là. Voilà. Une excellente question. C'est une excellente question. Écoutez, je vous remercie d'avoir été précis. Je rappelle que Christine Coton a sorti son livre, dont tu peux rappeler le titre, Christine. Tous vaccinés, tous protégés, point d'interrogation. Vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée. Donc, il Merci. s'agit bien d'une expertise de la part d'une personne qui vient de l'industrie, enfin, qui a travaillé avec l'industrie pharmaceutique pendant très longtemps et connaît les bonnes pratiques et qui démontre qu'elles n'ont pas été respectées là-dedans. Donc voilà, j'invite évidemment tout le monde à se procurer le livre de Christine pour le lire et surtout pour comprendre qu'on a bien un problème avec ces vaccins-là du point de vue réglementaire et qu'on n'est pas en train de découvrir aujourd'hui qu'il y a des problèmes. On pouvait le découvrir dès la lecture des essais de phase 3 de Pfizer, et c'est là qu'aurait dû s'arrêter tout ce qui s'est passé. Alors, encore une petite précision, ce livre qui paraît un petit peu barbare comme ça, hein, parce que quand on dit oh là là, les essais cliniques, ça va être d'un chien à mourir, pas du tout. Voilà, il y a le sommaire, je crois, qui est disponible, où je l'ai mis sur Twitter, où ça doit être disponible sur l'un des sites de vente, mais c'est pas du tout ennuyeux, justement, puisque le seul moyen que j'ai trouvé pour rendre ça agréable au lecteur, c'est de raconter un petit peu ma vie et de donner la parole aux victimes, qui était au départ la demande de l'éditeur, hein. Et donc, c'est pas du tout ennuyeux parce que quand on a des passages un petit peu techniques, on va dire, derrière, on part dans un témoignage avec un autre style ou on part dans des petites histoires de vie qui, quelquefois, sont un peu loufoques. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup, Pierre. Et merci à vous et j'espère que ce travail sera plus connu qu'il ne l'est encore actuellement euh, à l'avenir, de façon à ce qu'on se prémunisse surtout que ça recommence. Même si cette escroquerie touche à sa fin, il faudrait éviter de se faire avoir une deuxième fois. Merci à vous et merci pour tout votre travail. Merci. Merci. Merci à tous.